La dernière fois, on s'était arrêté sur la réponse au risque. Donc, on avait parlé, on était dans la phase de planification, le chapitre 6, donc la planification. On parlait de tout ce qui est identification, évaluation des risques et réponse au risque. D'accord? On a d'ailleurs, je rappelle que la 27001, c'est une question de gestion de risque. Il n'y a pas autre chose. L'exemple de comment faire la sauvegarde, on va la faire une fois par mois ou bien une fois par semaine, etc. C'est une question de réponse à une exigence ou bien à une contrainte qui vient de la gestion des risques. D'accord? On a dit qu'une fois qu'on va identifier le risque, on va faire l'évaluation de ce risque en se basant sur la probabilité que ce risque se manifeste et l'impact qu'il pourrait avoir sur notre activité, sur notre business. Donc, on a dit que le risque, son évaluation, c'est la probabilité multipliée par l'impact. Et on a dit que cette évaluation, on va la confronter aux critères d'acceptation de risque qui sont dictés par la direction ou bien imposés par la direction. D'accord? Donc, si le risque tombe dans la zone verte, tant mieux, on va l'accepter. Ce qu'on a appelé ici prendre, euh, on va l'accepter, c'est-à-dire on va rien faire. En général, parce que le coût éventuellement, même le coût d'une réponse à un tel risque va être supérieur à l'impact que ce risque pourrait avoir. Donc, on va dire, on va accepter tel quel, on fait rien. La deuxième réponse qu'on pourrait avoir, c'est de réduire le risque. Et ça, c'est la réponse qu'on a la majorité du temps. C'est-à-dire que on va pas accepter systématiquement tous les risques qui vont exister. On peut pas tous les éviter ou bien souscrire des assurances à tous les risques du monde qui existent. On va essayer de réduire notre niveau de risque. On va réduire, puisque c'est un produit, on peut réduire soit la probabilité que ça arrive, soit l'impact. Donc, voilà, j'ai une façon de dire ça. Et pour réduire le risque, on va introduire des mesures de sécurité. On va prendre en premier lieu ce qui est dans l'annexe A, si c'est adéquat, ou bien on va introduire des mesures de sécurité qu'on juge adaptées et suffisantes pour atteindre un niveau de réponse, de risque, pardon, qui est acceptable. On peut éviter un risque, donc on peut l'éviter soit en enlevant carrément la source de ce risque. J'ai parlé de la soudure au gaz, par exemple. On peut carrément enlever l'activité de soudure et donc on va enlever carrément le risque, mais ce n'est pas toujours possible. Soit on va changer la façon de faire. Donc on va l'éviter en changeant la façon de faire. Donc au lieu de faire de la soudure au gaz, on va la faire à l'électricité, à l'arc. On appelle ça soudure à l'arc en général. Voilà, donc on change, on va dire, le risque d'explosion qu'on avait, qui est dû au gaz, il va disparaître. On aura éventuellement de nouveaux risques parce que la soudure, ça reste une activité, on va dire, génératrice de risques, surtout sur les êtres humains, puisque là, on va avoir de l'électricité, de la haute tension, éventuellement. On aura d'autres types de risques auxquels on doit répondre, mais le risque initial, on l'a évité. La quatrième réponse au risque, c'est de partager le risque. Donc, partager le risque, soit en sous-traitant l'activité qui génère le risque, par exemple. Même pour l'exemple de la soudure, on pourrait dire, je vais chercher un prestataire externe qui est spécialiste de la soudure et je lui confie cette partie de mon activité, à réaliser la soudure. Donc, j'ai quelque part partagé le risque avec cette entité. Euh, Comme on peut souscrire à une assurance? Bon, si on veut maintenir l'activité de soudure chez nous, pour une raison business, parce que par exemple, on ne peut pas donner notre secret à une autre entité, on peut prendre une assurance qui va réduire l'impact business en cas d'incident, ou bien en cas de manifestation du risque, de concrétisation du risque. Donc, s'il y a explosion, c'est sûr qu'il y a un impact, mais comme j'ai souscrit à une assurance, bah, l'assurance, elle va payer
la plus grande partie, on va dire, des dégâts. Donc, une fois qu'on a fait cette gestion de risque, on a dit que les mesures de sécurité, on va les prendre généralement de l'annexe A. Et si on suppose qu'on va se limiter juste à l'annexe A, la déclaration d'applicabilité, c'est la liste de ces mesures en face desquelles on va mettre c'est applicable, pas applicable, applicable, pas applicable. Vous vous rappelez qu'on a dit que les chapitres 4 à 10, ce sont des exigences qui sont applicables systématiquement. Par contre, les mesures qui sont dans l'annexe A, on peut avoir des exclusions. Et j'avais donné l'exemple du télétravail. Si une organisation ne propose pas de télétravail, ben, c'est absurde de parler de télétravail dans les mesures de sécurité puisque ça n'existe pas. Donc, la SOA, Statement of Applicability, ou bien la DDA, la déclaration d'applicabilité, c'est un document qu'on doit avoir qui va lister les mesures, ou bien les mesures de l'annexe A auxquelles on est assujetti. Et éventuellement, si on a complété par d'autres référentiels, par exemple, on a dit PCA et DSS, on va trouver aussi PCA et DSS, la liste des mesures dans cette liste. Euh, donc, SOA, c'est la carte de la mise en œuvre du SMSI, notamment de point de vue technique, mesures techniques, parce que tout ce qui est mesures, il y a les mesures, on va dire, managérielles et administratives au début, la rédaction des politiques, etc., ça existe. Mais quand on verra les mesures, on verra que, on va dire, 80% des mesures sont plutôt techniques, ou bien c'est plutôt, bon, 70%, allez, on va pas dire 80% parce qu'il y a la partie RH et la partie achat qu'on va dire qui ne sont pas vraiment techniques. Donc, la SOA comprend tous les contrôles, la justification de leur inclusion, leur mise en œuvre ou non, et la justification de l'exclusion de certains contrôles de l'annexe 1. Donc, vous voyez qu'il faut justifier l'inclusion ou l'exclusion. Euh, En général, justifier l'inclusion, il n'y a pas plus simple parce qu'on a dû mettre en œuvre une mesure parce que ça répond à un risque. Donc, c'est direct, on va dire. Mais l'exclusion, on doit justifier par des arguments qui sont objectifs pourquoi on a exclu une mesure. Et les auditeurs en général, ils vont chercher la justification de l'exclusion parce que pour l'inclusion, quoi qu'il en soit, ils vont voir ça à travers le SMSI, on va dire. La DDA doit être révisée au fur et à mesure que l'activité de l'organisation subit des changements. Bien sûr, ça suit en général le risque. On a dit que la gestion du risque se fait au moins, il y a une revue au moins annuelle, sinon à chaque changement majeur dans mon organisation. Que ce soit dans la partie IT, par exemple, je vais ajouter des serveurs, je vais ajouter du stockage, ça va introduire de nouveaux risques. Et il y a l'environnement externe, par exemple, s'il y a un nouveau texte de loi qui va être euh, voté, ça va peut-être inclure un nouveau risque pour vous. Par exemple, avant qu'il n'y avait la RGPD, les gens ne parlaient pas de la RGPD, mais une fois que ça a été voté, tout le monde, bon, tout le monde, toutes les organisations qui sont conscientes de l'impact de la RGPD ont dû inclure la non-conformité à la RGPD à leur gestion de risque, parce que c'est un risque qui n'est peut-être pas du tout acceptable pour tout le monde. D'accord? Donc, la SOA, elle vit. En général, elle ne va pas changer toutes les semaines ou bien tous les mois, mais si c'est un changement inopiné, il n'y a pas vraiment de fréquence à mettre, mais au moins une fois par année, on va la revisiter pour voir est-ce qu'il y a eu des changements. D'accord? La SOA, vous pouvez la voir, vous l'imaginer comme étant une liste des mesures avec incluses, pas incluses, etc. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire. Un exemple de comment on peut présenter la DDA ou bien la SOA. Donc, ici, c'est la clause 5.1.1, 5.1.2, etc.
Les contrôles, qu'est-ce qu'ils disent? Politique sécurité de l'information, examen, etc. Le détail, les organisations doivent établir, protéger de manière appropriée, etc. Au lieu de mise en œuvre, on aurait pu mettre inclus ou pas inclus. Donc ici, par exemple, une politique de développement sécurisé. Donc, bien sûr, en général, les organisations, si elles font du développement logiciel, elles doivent avoir des politiques de développement qui suivent les bonnes pratiques de développement sécurisé. Donc, si mon organisation ne fait pas de développement logiciel, on peut l'exclure systématiquement. Pour la mise en œuvre, ça peut être, on doit soit avoir un document en face, on va dire que cette mesure est documentée quelque part, par exemple, s'il s'agit d'une mesure documentaire, ou bien comment on trace la réalisation de la mesure. Comme ça, l'auditeur, quand il voit que la mesure est en place, il voit en face comment il peut, ou bien où il peut vérifier que c'est en place. D'ailleurs, on ajoute en général une autre colonne, c'est de la personne responsable de la mesure. En général, on doit ajouter qui est responsable de la mesure, bien le owner de la mesure. Donc, une fois qu'on a ces réponses au risque, y compris ce qu'il y a dans la SOA, on va sortir avec le PTR, mais on est toujours dans la planification. On n'est pas dans la mise en place. Donc, le plan de traitement de risque, ou bien le PTR, c'est la liste des actions qu'on va prendre pour répondre au risque. Donc, il doit comprendre le risque qui est traité et son niveau selon l'évaluation, les actions proposées pour traiter le risque, qui est chargé de mettre en œuvre les actions, bon, en général, qui est le owner de risque, et qui est chargé de la mise en œuvre. Parce que si on revient à la matrice RACI, on a le accountable, donc le responsable, le owner de l'action, et il y a les responsibles. Donc, les responsibles, ce sont les implémenteurs, ce sont les personnes qui réalisent les actions nécessaires. Ce n'est pas nécessairement le risque owner. On peut avoir une partie budget, les ressources nécessaires. Le calendrier de mise en œuvre, c'est l'échéancier, il y en a. Donc, date début, date fin, éventuellement. S'il y a de la dépendance entre des actions, et ainsi de suite. C'est comme tout plan d'action. Il n'y a pas vraiment de choses exceptionnelles, sauf peut-être, c'est que lors de la phase de planification, on avait fait une première évaluation des risques et on va poser une estimation le nouveau niveau de risque. Au début, par exemple, on a fait le calcul, on a trouvé que le score du risque, c'est, je veux dire n'importe quoi, 125 sur une échelle de 500. Et avec la mesure qu'on va introduire, on va dire que 125, il va passer à 30, par exemple. Et si on regarde dans notre tableau de critères d'acceptation de risque, on va trouver que 30, c'est dans le vert et donc c'est bon. On va passer d'un risque qui était jaune, par exemple, à un risque qui est au vert. Ça, c'est quelque chose qu'on va trouver en général dans le PTR. Ce plan de traitement de risque, bien sûr, il doit être validé par le management, il doit être validé, les actions doivent être acceptées déjà par le risk owner. Il doit être confiant que les mesures qui vont être mises en place et vont répondre à ce risque. Ce n'est pas juste pour remplir un fichier ou bien un plan d'action. Et comme on a dit la dernière fois, on peut combiner plusieurs actions pour atteindre un niveau de risque qui est acceptable. Prendre l'assurance et installer tout ce qui est équipement anti-incendie, faire de la formation aux personnes, etc. Donc, c'est un ensemble de mesures qu'on va mettre en place pour atteindre le niveau de risque acceptable. Les 30 qui sont restés à partir de l'évaluation initiale de 125, ça s'appelle le risque résiduel. La dernière fois, c'est Ali avait posé la question, est-ce qu'on peut éliminer un risque carrément, l'enlever, juste avec des mesures, et j'avais dit que c'est un peu compliqué, c'est pas du tout possible la majorité du temps. Donc, le petit risque qui va rester, c'est ce qu'on va appeler le risque résiduel. C'est comme le résidu. Donc, le risque résiduel, après l'application des actions de traitement, il doit être évalué de la même manière. Donc, c'est le même scoring, la même façon de faire le scoring.
Ce qu'on va changer, c'est soit la probabilité, soit l'impact, selon est-ce que la mesure qu'on a introduite va agir sur la probabilité que ça arrive ou bien sur l'impact si ça arrive. Quoi qu'il en soit, ça va changer le score. Obtenir l'approbation des propriétaires du risque pour le plan de traitement de risque ainsi que pour les risques résiduels. C'est nécessaire, bien sûr. Mais le plus important, c'est que le top management, la direction, ce qu'on appelle communément la direction, doit accepter les risques résiduels. Parce qu'au final, l'ultime risque owner, c'est le DG. C'est la direction, c'est les directeurs des activités. Ce sont les ultimes responsables de risque. Parce que si le risque se manifeste, s'il y a un impact, par exemple, légal, on ne va pas aller chercher le petit collaborateur, on va aller directement au CIO ou bien au DG pour lui demander des comptes. Donc, eux aussi, ils doivent accepter ces plans. Et il y a aussi la partie budget, parce que si on va s'amuser à mettre en place des mesures qui sont assez chères à mettre en place et qu'on n'a pas de budget, la direction pourrait décider de prioriser des risques par rapport à d'autres, faire du Pareto, du 20-80. D'accord? Donc, l'idée, c'est toujours réduire l'impact sur l'organisation du mieux qu'on peut. Vous allez me dire, mais l'auditeur, il va dire qu'on n'a pas répondu à des risques, etc. Oui, effectivement, il peut discuter ça, mais l'idée, c'est que du moment où on a fait notre exercice d'identification, d'évaluation du risque et que la direction est prête à supporter l'impact d'un risque s'il se manifeste pour le moment parce qu'on n'a pas assez de budget pour tout traiter, l'auditeur, il pourrait dire attention, vous risquez des trucs, mais ça va s'arrêter là. On ne peut pas dire qu'il n'est pas d'accord ou bien autre chose. Maintenant, bien sûr, imaginez qu'on s'appelle HP et qu'on dit qu'on n'a pas de budget de 100 000 euros ou bien 100 000 dirhams pour répondre à un risque. Ben, l'auditeur, il va dire tiens, vous vous moquez de moi. Comment ça, une telle structure n'a pas ce budget? D'accord? Donc, l'auditeur, il n'est pas bête. Il évalue la situation dans sa globalité. Objectif sécurité d'information. Donc, on a déjà parlé de la notion des objectifs. Quand on a parlé des politiques au niveau, on a dit que dans les politiques, notamment celle de la sécurité d'information, on déclare quels sont nos objectifs derrière la mise en place de la politique sécurité, du SMSI plutôt. Donc, les objectifs qu'on doit établir à travers toutes les activités qu'on a dans l'organisation, tous les processus, ils doivent être bien sûr en cohérence avec la politique sécurité d'information. Normalement, des objectifs, ça doit être mesurable. La majorité du temps, c'est le cas. Maintenant, il y a des objectifs qui sont plus difficiles à mesurer. Par exemple, la réputation de l'organisation dans le marché. C'est difficile d'avoir une mesure qui est exacte. On va faire peut-être des sondages, des enquêtes, etc. Mais c'est pas évident. Ce n'est pas comme un indicateur de performance qu'on va prendre sur une machine ou bien des chiffres qu'on va calculer en interne. Ça reste un peu, on va dire, sujet à discussion. Prendre en compte les exigences de sécurité de l'information, l'évaluation et le traitement des risques, communiqués et mis à jour. Bien sûr, on ne va pas mettre des objectifs qui sont impossibles à atteindre au vu de la situation de l'organisation ou bien au vu de notre gestion de risque. Si on dit que pour le moment, on a 60% des incidents qui sont majeurs, on ne peut pas mettre comme objectif directement avoir moins de 5%. On peut facilement l'écrire, mais est-ce qu'on est capable d'atteindre un tel objectif? Si on met un objectif et qu'on n'atteigne pas, l'auditeur il va être fâché parce qu'il va dire soit vous n'avez pas mis assez de ressources pour atteindre cet objectif que vous avez vous-même mis en place, c'est devenu une exigence interne, soit vous ne savez pas poser vos objectifs et donc c'est un exercice qui n'est pas très bien maîtrisé parce qu'il n'y a pas assez de compétences ou bien parce qu'on n'est pas assez sérieux dans la mise en place du SMS.
D'accord? Donc, quand on met des objectifs, il faut que ça soit un challengeant, bien sûr, mais il faut que ça soit atteignable dans la majorité des temps. Euh, il y a des situations où, par exemple, les gens vont mettre des objectifs juste pour avoir du vert dans leur tableau de bord. Par exemple, je suis toujours à 90% de disponibilité de mes plateformes et je vais mettre comme objectif atteindre 90% de disponibilité. C'est absurde. Ça va passer la première fois parce que l'auditeur n'a pas l'historique. Mais à la surveillance, s'il trouve que l'objectif est resté de 90% et qu'il est atteint systématiquement, ça, c'est un problème. Ça peut passer à la non-conformité parce qu'il n'y a pas d'amélioration continue. Un objectif qui est atteint systématiquement, ce n'est plus un objectif. C'est un acquis, on va dire. Un objectif, ça doit pousser vers l'amélioration. Les objectifs doivent être documentés, c'est-à-dire qu'on doit les trouver quelque part. Bon, quelque part, ça peut être un seul document avec les objectifs qui sont listés, comme ça peut être les objectifs, ils sont documentés dans chaque politique ou bien document qui va sortir des objectifs. L'organisation doit élaborer des plans pour atteindre les objectifs. Ça, c'est la partie planification. En général, quand l'objectif est atteint, l'auditeur, il va être plus ou moins regardant sur le plan pour atteindre l'objectif. Mais si l'objectif n'est pas atteint, là, il va commencer à poser les questions. Qu'est-ce que vous avez planifié? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Pourquoi ça ne s'est pas passé comme prévu? Est-ce que le plan a été revu? Est-ce que? Et là, c'est le rôle de l'auditeur de challenger le système. Maintenant, l'auditeur interne, il va être plus stressant, théoriquement, parce que lui, l'objectif, c'est d'atteindre le maximum de son SMSI. Donc, il va poser les questions qui vont un peu agacer les gens pour ne pas utiliser d'autres mots. L'auditeur externe, il ne va pas aller vraiment dans le maximum, mais il va être un peu dans les questions normales. Où est votre plan d'action? Pourquoi cette action n'a pas abouti? Pourquoi elle a pris du retard? Euh, Est-ce que c'est une question de budget, de compétences? Qu'est-ce qui a été fait? Quelle est la nouvelle démarche? Ou bien quelle est la nouvelle date pour atteindre l'objectif? Et il prend note de tout ça. Comme ça, dans l'audit de surveillance, quand il va revenir d'ici un an, il va voir est-ce que les objectifs qui étaient un peu coincés la dernière fois, est-ce que pour cette fois, ça marche? Ou bien les gens vont commencer à sortir encore des excuses. Parce que la première fois, on peut accepter qu'il y ait des problèmes, mais la deuxième fois, ça passe un peu moins. Ces 2 dernières années, tout le monde a mis le non-respect des objectifs ou bien tous les problèmes qu'ils ont eu sur le dos du Covid. Pourquoi vous n'avez pas ça? Il y a eu le Covid. Pourquoi vous n'avez pas atteint cet objectif? Il y a eu le Covid. Pourquoi vous n'avez pas installé cette plateforme? Il y a eu le Covid. Bon, l'auditeur, il peut dire d'accord, 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 mais il n'est pas bête non plus. Donc, l'auditeur, il aime que les gens soient francs avec lui. On peut lui dire, on n'a pas réussi à le faire parce que on n'a pas pu, on n'a pas eu assez de temps, on a eu des contraintes de budget, etc. Il peut être compréhensif. Mais ce qu'il ne va pas aimer, c'est qu'on essaie de le berner un peu. Là, on a terminé avec le chapitre 6, qui est la planification, et on va passer au chapitre 7, qui est le chapitre support. Donc, le chapitre support, c'est surtout dépenser pour supporter le SMSI. Donc, la première chose, c'est la question de compétences. Si l'organisme n'a pas les compétences pour implémenter son SMSI et le faire fonctionner, c'est une non-conformité, tout simplement. Et quand on dit qu'il n'a pas la compétence, ce n'est pas nécessairement en interne, parce qu'on peut démontrer qu'on a fait appel à un externe, à un consultant externe pour aider dans la démarche, c'est bon. Mais à un certain moment, il faut que les gens aient les compétences pour faire ce qu'ils doivent faire. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu es auditeur interne, et il n'a aucune connaissance sur l'activité de l'audit.
On ne peut pas dire à quelqu'un, tu fais la gestion de risque, il ne sait pas le faire. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire de l'administration Windows alors que lui, il fait de l'administration Linux. C'est dans ce sens. Donc, l'organisme est tenu de déterminer les compétences, la compétence ou les compétences nécessaires des personnes dont le travail peut affecter la sécurité d'information, notamment les admins réseau, les admins système, si on a un socle, une supervision, etc. Les gens qui vont faire la gestion de risque, qui vont faire le suivi des tableaux de bord, tout ça, ce sont des compétences qu'il faut s'assurer qu'on a. Maintenant, comment on va dire qu'une personne est compétente? On a trois façons peut-être de la voir. La formation initiale, la personne a un diplôme de master en audit des systèmes d'information. C'est suffisant comme preuve de compétence. D'accord? Deuxième source, c'est l'expérience. Quelqu'un qui a fait 10 années d'audit, on peut espérer qu'il a retenu quelque chose de ces des années d'expérience en audit. Donc, l'expérience qui vient, la compétence qui vient de l'expérience, pardon. Troisième source, c'est la formation continue, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire là, les formations certifiantes, etc. C'est toutes les formations qui ne sont pas diplômantes. En fait, on va les appeler formations continues. Ça, c'est aussi une preuve de compétence. Et qui est, par exemple, les certifs, on appelle ça des preuves de compétences qui sont indépendantes. Parce que, par exemple, si on parle d'expérience, bon, il y a des gens qui ont une vraie expérience. Dans 10 ans, ils ont fait une vraie expérience, c'est-à-dire ils en ont vu de toutes les couleurs. Mais il y a des gens qui ont fait 10 fois la même année. C'est pas vraiment la même compétence. On refait la même chose chaque année pendant 10 ans, c'est pas 10 ans d'expérience. Ce qui fait, ça reste une preuve qui est assez subjective et sujet à l'évaluation personnelle. La certification, bien le diplôme, ça reste une preuve qui est indépendante, qui est donnée par un organisme tiers, qui n'a aucun intérêt avec la personne concernée. Et donc, c'est une meilleure qualité de preuve. S'assurer que ces personnes sont compétentes. Donc, s'assurer, c'est-à-dire, on va surveiller leur activité, leur façon de faire. On va voir est-ce qu'ils génèrent plus de problèmes par manque de compétences ou bien ils résolvent des problèmes. Peut-être que il y a des entreprises qui font de l'évaluation annuelle, mais c'est pas vraiment de l'évaluation technique, mais c'est l'évaluation de la personne. Est-ce qu'elle a atteint ses objectifs, son plan d'évaluation, de montée en compétences peut-être, etc. Est-ce elle a réussi à le dérouler ou pas? C'est une façon de s'assurer des compétences des gens. Prendre des mesures pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer l'efficacité de ses actions. Donc, je trouve que mon équipe, c'est pas que je trouve, par exemple, mon équipe faisait de l'administration de Windows 2008. Et là, je vais passer à Windows 2022 parce qu'il est là. Et je peux espérer que les gens fassent l'effort, mais je peux aussi leur dispenser une formation d'administration de Windows 2022. Et donc là, c'est une mesure que j'ai prise pour faire monter les gens en compétences. Et je vais évaluer l'efficacité de cette action. C'est-à-dire que j'ai fait l'action de la formation. Peut-être qu'une façon de l'évaluer, c'est de les pousser à passer l'examen de certification. S'ils obtiennent la certif, c'est une façon de les évaluer. On peut avoir une évaluation à chaud par une sorte de QCM, une évaluation à chaud. Juste à la fin de la formation, ils passent un test QCM, par exemple. Mais l'essentiel, pour toutes ces évaluations qu'on va faire et toutes ces formations, etc., il faut garder des preuves de l'information documentée qui va prouver qu'on a fait ça et qui va prouver aussi la compétence de ces personnes. Par exemple, j'ai fait une formation qui n'est pas certifiante, une formation en gestion de conflits entre personnes. Par exemple, je vais rassembler les managers et je vais leur dispenser une formation en communication, c'est du développement personnel, c'est de la communication, en gestion de conflits. Au final, il n'y a pas vraiment nécessairement
une certif à avoir. Donc, on va avoir une attestation de formation qui est délivrée par l'organisme qui a assuré la formation, bien le formateur, mais on doit garder chez nous, par exemple, la fiche de présence à la formation, le support de la formation. S'ils ont fait des exercices, par exemple, une copie de ces exercices. S'ils ont fait des trucs qu'on a enregistrés par vidéo, garder cette vidéo. S'ils ont fait des séances, même en ligne, garder l'enregistrement de ces séances. Donc, tout ça, ce sont des preuves parce que quand l'auditeur va venir, on va lui dire, on a fait la formation telle, il va vous dire, montrez-moi une preuve. On va lui montrer le plan de formation. On peut même lui montrer la facture qu'on a payée au cabinet pour dire, voilà, on dépense de l'argent pour la formation. Ce sont des preuves. Dans le jargon, on appelle ça des enregistrements. Tous les documents qui vont tracer la réalisation de quelque chose, on va les appeler des enregistrements. D'accord? L'information documentée, c'est spectre large. Ça parle des enregistrements, mais ça parle aussi des procédures, des politiques, tout autre type de documents. Mais les enregistrements, ce sont les documents qu'on va garder comme preuve, comme traçabilité de la réalisation de quelque chose. D'accord? Donc là, c'est la compétence. Euh, la compétence, en fait, c'est la 7.2. Il y a la 7.1 qui est la partie ressources. Donc, ressources humaines, mais aussi ressources financières. Je ne pense pas que j'ai sauté. Voilà, donc pardon, j'ai pas sauté de slide. Donc, la 7.1, c'est la partie ressources déjà. L'organisation doit allouer un budget ou bien assurer qu'il y ait des ressources suffisantes pour opérer le SMSI et le faire vivre, etc. D'accord? Donc, quand je dis ressources, il y a un S à la fin, mais la ressource qui va donner naissance à toutes les autres ressources, c'est l'argent, c'est le budget. Le personnel impliqué dans le SMSI. Donc là, on parle des personnes qui vont agir directement sur le SMSI. Par exemple, qui vont suivre les plans d'action, qui vont suivre les indicateurs de performance, qui vont travailler, on va dire, sur le corps du SMSI. Ils doivent connaître la 27001 déjà. Donc ça, c'est le minimum. Par exemple, cette formation fondation est suffisante pour dire la personne, elle peut travailler sur le SMSI. Elle ne va pas nécessairement implémenter le SMSI, mais elle peut participer dans l'implémentation du SMSI. Elle discute jargon SMSI. Elle connaît la terminologie. Elle sait ce que demande la 27001, etc. D'accord? Donc, avoir une compétence, avoir une compréhension des concepts techniques, politiques et procédures de sécurité. La 27001 implique beaucoup de parties techniques. Donc, avoir un background technique est assez, ça aide. Ça aide dans les discussions, ça aide dans la résolution des discussions sur la gestion de risque, ça aide pour trouver des solutions à des situations techniques qui peuvent impliquer la sécurité, etc. Connaître les processus d'évaluation et de traitement des risques, y compris les contrôles de l'annexe A et les lignes directrices fournies par la 27002. Donc là, on dit que bon, les gens qui vont travailler dans la 27001, théoriquement, ils sont toujours impliqués dans le processus de gestion de risque, de près ou de loin, parce qu'ils doivent, comme on a dit, la gestion de risque, c'est ce qui donne lieu à ce qu'on va mettre en place comme mesure, comme action pour que le SMSI atteigne ses objectifs. D'accord? Donc, ils doivent comprendre les contrôles de l'annexe A. D'accord? Et idéalement, savoir comment les implémenter ou avoir une idée de ce qu'on peut tirer de la 27002. Je vous rappelle que la 27002, ce sont les lignes directrices qui expliquent ou bien qui détaillent les mesures de l'annexe A, puisque les mesures ou bien les contrôles de l'annexe A, c'est juste des petites phrases qui sont sujets à interprétation beaucoup de fois. Donc, la 27002, elle aide dans cette compréhension. Vous remarquez que j'utilise mesures de sécurité comme contrôle. Ils sont interchangeables. Donc, contrôle, ça veut dire aussi une mesure de sécurité.
Mais c'est la même chose. Comprendre les exigences de sécurité de la technologie utilisée. Bon. Là, c'est ça. On va descendre dans la partie technicité. Supposons qu'une organisation n'a que des serveurs Windows et n'a pas de Linux. Les gens doivent maîtriser, qui travaillent dans la 27001, ils doivent connaître un peu ce que la sécurité dans Windows veut dire, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité de configuration, si ce n'est qu'au niveau. Ils doivent savoir, par exemple, qu'il y a une notion, la notion de stratégie de groupe, qu'il y a la notion, c'est quoi un système NTFS, par exemple, etc. Ce sont des choses qu'on devrait connaître parce que du moment où on touche du Windows, mais on n'est pas obligé de connaître du Linux puisqu'on n'a pas de Linux et vice-versa. La 27001 s'apprête beaucoup pour à être mise en place facilement dans les systèmes où il y a de l'Active Directory et du Windows. Parce que ça centralise la gestion, ça facilite. Et quand on dit ça centralise, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place facilement des stratégies et des politiques. Maintenant, c'est possible aussi dans Linux, mais le problème avec Linux, c'est que chaque Linux a son implémentation, a ses possibilités de configuration ou pas. Donc, la chose la plus remarquable, c'est par exemple le système de fichiers NTFS. Les possibilités de donner des permissions, elles sont très, très intéressantes par rapport au système EXT3 ou bien EXT4. Avec les permissions de base, elles sont plutôt basiques. Il n'y a pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Il faut ajouter d'autres outils pour renforcer la sécurité. Donc, ce n'est pas vraiment direct. Compétences et sensibilisation. Donc, il faut séparer la notion de compétence ou bien de formation et de sensibilisation. La formation, elle a pour objectif de faire monter les gens en compétences, en savoir-faire. D'accord? La sensibilisation, elle a pour objectif de changer le comportement des gens. Quand je dis aux gens, vous ne devez pas cliquer sur le premier lien que vous trouvez devant vous, ça, ce n'est pas une compétence que je donne aux gens. Ce sont des recommandations de bonnes pratiques à faire ou à ne pas faire. Donc, c'est pour ça que j'ai beau dire aux gens, attention, ne donnez pas votre mot de passe ou bien ne cliquez pas sur les liens, même s'ils semblent légitimes, il faut faire attention. Ce qu'on remarque dans la réalité, c'est que le maximum des attaques qui arrivent ont comme point d'entrée des attaques de phishing. Donc, un mail de phishing avec un lien qui est malicieux et les gens tombent dans le piège, ils cliquent sur le lien. L'attaquant a eu accès à l'infrastructure de la cible. D'accord? Un premier pas, quoi qu'il en soit. D'accord? Donc, déjà, il faut être clair, séparation entre compétences et bien formation et sensibilisation. Donc, les actions de montée en compétences, bon, on peut aussi recruter des personnes qui sont compétentes à la base, donc, parce qu'on n'a pas le temps de former les gens qu'on a en interne, ou bien on n'a pas de personne en interne qui est capable de recevoir la formation par rapport à la compétence qu'on veut acquérir. Donner accès à l'éducation et à la formation sur les questions liées à la sécurité de l'information. Donc, l'information ou l'éducation, ça peut être simplement laisser les gens au temps pour aller par exemple, participer à un webinaire, assister à des séminaires sur la sécurité de l'information. Bien sûr, les gens ne vont pas abuser théoriquement parce que même les gens, ils ne sont pas vraiment libres à 100% d'assister à tous les webinaires qu'on peut avoir parce que déjà c'est fatigant et ensuite, s'ils ont des objectifs de travail à atteindre, ça va rester en attente. Donc, mais quand même, il faut favoriser l'apprentissage. On peut établir une plateforme de e-learning en interne où, par exemple, chaque fois, chaque semaine, chaque mois, on publie une vidéo de 30 minutes à 1 heure maximum où on va traiter des sujets de la filière de l'information. On va pousser les gens à prendre cette, une demi-journée, par exemple, pour voir cette vidéo et la discuter. Pourquoi pas?
Il y a des solutions pour envoyer des emails régulièrement, hebdomadaires par exemple, pour sensibiliser les gens par rapport à des sujets. Mais vous remarquez que je parle toujours de sensibilisation parce que ces schémas ne sont pas pratiques pour une formation. Une formation en général, elle a un objectif, elle a une durée figée et ça se termine et c'est terminé. La sensibilisation, c'est dans le temps. On ne peut pas changer le comportement des gens dans le temps. Mais bon, on essaie quand même. Encourager l'auto-apprentissage. Par exemple, une fois chez un employeur, chez lequel j'étais employé quelque part, euh, je négociais un truc. Je venais, je disais, est-ce que si je passe une certif et que je la réussisse, vous me remboursez? C'était une façon de dire, vous n'allez pas payer pour ma formation. Je ne vous demande pas d'organiser de formation pour tout le monde. Je suis égoïste. Je veux faire l'effort d'auto-apprentissage. Donc, je vais apprendre. Je vais faire l'effort d'apprendre. Je vais payer pour l'assertif de ma poche. Si je ne la réussis pas, vous ne perdez rien. Mais si je la réussis, vous me remboursez. Et ça a généré une dynamique qui était très intéressante. Parce que les gens, quand ils ont vu, à une certaine époque, j'étais responsable d'une équipe de 40 personnes. Donc, quand les gens ont vu qu'il y a cette possibilité, il y a une ou deux personnes qui ont essayé de faire la même chose. Bon. Après, les gens qui ne veulent pas faire l'effort, ben, tant pis pour eux, parce que s'ils ne veulent pas faire l'effort, même l'organisation n'a pas besoin de faire l'effort de payer pour quelqu'un qui ne veut pas se faire former. On peut avoir des budgets de formation, mais qu'on va gaspiller sur les, on va dire, entre guillemets, les mauvaises personnes. Le tutorat, donc ça, c'est très intéressant lors du onboarding des nouvelles personnes. Donc, en général, ça se passe par shadowing, ça se passe par encadrement. Euh, quand je suis passé manager dans l'entreprise que j'ai citée, j'ai dû choisir quelqu'un pour être mon mentor pour cette phase de transition. Parce que j'étais un responsable, on va dire, technique plutôt, et je vais basculer dans le management où il y a la composante humaine. Donc, bon, ça existait déjà, mais c'est pas de la même manière. Donc, j'ai choisi quelqu'un pour être mon mentor sur cette partie. Ça peut se faire aussi dans la partie technique, les seniors qui encadrent les juniors. Il y a des entreprises où les seniors, ils vont proposer des ateliers de 30 minutes, par exemple, où ils vont présenter quelque chose. Bien sûr, il faut motiver les gens pour faire ce genre de choses. Si les gens sont à l'aise dans leur poste, dans leur activité, qu'ils ne sont pas surchargés parce qu'il y a un manque d'effectifs, le tutorat et l'auto-apprentissage, ça devient possible. Si je suis dans une entreprise où la charge de travail est tellement forte que les gens ont du mal à respirer, ben, on ne peut pas espérer ça. Pour pouvoir démontrer la compétence de son personnel, l'organisme doit conserver les informations documentées. Bien sûr, ça c'est une règle de base à avoir maintenant. Il faut avoir des traces. Il faut avoir des traces. En tant que responsable SMSI, mon seul souci, c'est d'avoir des traces. On a dit que la compétence peut être par formation initiale, un diplôme, d'accord. Montrez-moi le diplôme. C'est pour ça que dans le recrutement, les gens vont demander une copie certifiée conforme des diplômes. On va le garder dans le dossier du personnel. Ça, c'est une preuve c'est une information documentée, c'est un enregistrement qui démontre la compétence. La personne a assisté à une formation. Montrez-moi soit l'attestation de formation, soit la liste de présence les 5 jours de la formation. Je dois trouver la personne qui était là. Montrez-moi l'évaluation à chaud de la formation. Je dois trouver le nom de la personne qui est là. Donc, vous voyez que plus on a d'éléments pour prouver la compétence, plus ça devient facile de point de vue organisation et même de point de vue auditeur de dire effectivement la personne a la compétence nécessaire. Ou tout au moins, on a fait notre due care, on a fait notre devoir, on va dire, de former la personne. On a fait notre maximum. Maintenant, si on n'atteint pas les objectifs pour une raison lambda, on ne peut pas nous blâmer comme si on n'avait rien fait.
Et c'est valable aussi pour les incidents, pour l'aspect légal, etc. Si, par exemple, pour la RGPD, on trouve que l'organisation n'a même pas respecté les engagements de base de la RGPD, ce que demande la RGPD de base, à la base, ben, le blâme sera plus sévère que quelqu'un qui a tout fait, qui a fait sa gestion de risque, qui a sécurisé, qui a formé les gens, etc. On va dire que la personne a fait, ou bien l'organisation a fait un maximum pour respecter les exigences de la loi. Ils ont eu un incident. Bon, un premier incident, on ne va pas être très sévère. Ça peut être juste quelque chose de, on va dire, entre guillemets, symbolique. Mais si ça se répète, là, peut-être que l'impact sera plus important. D'accord? Donc, gardez tes traces. Toujours garder tes traces. C'est une règle de base. Prise de conscience, donc un programme de sensibilisation pour sensibiliser les gens à la politique sécurité de l'information. Ça, c'est très important. Si vous vous rappelez, le premier jour, j'ai dit que la politique de sécurité d'information doit être documentée et communiquée. Donc, quand je dis communiquer, bien sûr, le minimum, c'est qu'on va envoyer un email aux gens pour dire vous allez trouver la politique dans ce lien ou bien dans ce partage. Si on a un domaine, on peut même ajouter un lien dans les favoris des gens avec le lien vers la politique, mais on peut aussi euh, faire des sessions de sensibilisation au contenu de la politique parce qu'on va leur envoyer un lien ou un email, on n'est pas sûr qu'ils vont le voir. Donc, le mieux, c'est qu'on fasse des sessions, peut-être même en ligne, une réunion de 30 minutes, on va parler de la politique, on va collecter des questions, on va répondre aux questions des gens. On peut faire des réunions par équipe, c'est-à-dire que là, on va responsabiliser le middle management ou bien les responsables d'équipe, on va leur dire, nous, on va vous former, ou bien on va vous sensibiliser, on va éclaircir au maximum la politique, et c'est à vous de descendre ça au niveau de vos équipes. Comme ça, on a un schéma arborescent, surtout quand on est dans une organisation d'une grande taille. On peut aussi dire non, merci, on va faire juste du e-learning où on va discuter de la politique, on va l'expliquer et les gens doivent voir cette vidéo. Et là, lors de l'audit, on va présenter des traces du suivi de ce e-learning. Si on peut utiliser des plateformes qui sont gratuites, comme Moodle ou autres, pour avoir le taux d'ouverture des vidéos, etc. Donc, même avoir des QCM et des questions-réponses qui vont nous donner une idée réelle sur l'assimilation, bien la prise de conscience du personnel. Leur apport personnel au SMSI et les bénéfices d'une amélioration des performances de sécurité. Là, c'est important que les gens comprennent que l'agent de sécurité qui est devant la porte et la femme de ménage qui fait le ménage, ils peuvent avoir un impact extraordinaire, malheureusement négatif, sur le SMSI, sur l'organisation, s'ils ne sont pas sensibilisés. Donc, bien sûr, chaque entité doit savoir comment elle peut impacter le SMSI. En général, si on a sous-traité, par exemple, la sécurité ou bien tout ce qui est ménage à une entité tierce, on va leur faire signer des documents pour les responsabiliser par rapport à tout ce qui est sécurité de l'information, mais les sensibiliser aussi. Par exemple, on verra qu'il y a ce qu'on appelle le bureau propre, la mesure pour avoir bureau propre. C'est-à-dire que quand quelqu'un termine sa journée et qu'il rentre chez lui, il ne doit pas laisser sur le bureau quelque chose qui contient de l'information. Une clé USB, un document écrit, des stick notes qui sont collés à son écran avec des informations, peut-être un mot de passe, etc. Donc, supposez que la femme de ménage passe et qu'il trouve un papier avec des trucs dessus. On va supposer même que la femme de ménage ne sait pas lire. Elle doit savoir qu'est-ce qu'elle doit faire avec ce document. Est-ce qu'elle doit le mettre quelque part, le donner à quelqu'un, ouvrir un tiroir, à supposer qu'il y a des tiroirs qui sont ouvrables sans clé et le mettre dedans? Qu'est-ce qu'elle doit faire avec ce document? Elle trouve une clé USB. Qu'est-ce qu'elle doit faire avec cette clé USB?
D'accord? Donc là, il faut expliquer ces trucs. Une organisation que j'avais accompagnée dans la mise en place de son SMSI, ils ont fait plus simple. Comme c'est une petite structure on va dire, d'une cinquantaine de personnes, la femme de ménage, quand elle arrive, il doit y avoir au moins une personne dans le local pour lui ouvrir la porte, c'est-à-dire qu'elle n'entre pas toute seule déjà, et il va la surveiller quand elle fait son travail. Bon, on va dire qu'il va la surveiller, ce n'est pas vraiment la suivre au pas, mais il va garder l'œil vif sur les aspects qui sont les plus importants. Mais bon, c'est une façon de faire. Les implications du non-respect des exigences de sécurité d'information. Là, on va en parler de la carotte, peut-être qu'on va parler du bâton. On va leur dire, si vous ne respectez pas les clauses de la politique, voici ce qui risque d'arriver. On peut se rabattre directement sur le code de travail et dire qu'il y a les blâmes, il y a les avertissements, il y a tout ce qu'on veut. Sinon, on peut avoir un processus disciplinaire interne qui va respecter, bien sûr, le code du travail. Et on va dire, peut-être que si on va dire, si vous ne respectez pas ça, vous n'aurez pas de prime. C'est sûr que les gens vont être motivés pour respecter, mais bon, ça peut être aussi une source de démotivation parce que ils vont dire, ils cherchent la petite bête pour ne pas nous donner la prime. Donc, bon, mais il faut que les gens comprennent. Il y a ce côté, mais il faut aussi qu'ils comprennent que si l'entreprise subit une attaque informatique, c'est toute l'organisation qui est impactée. Donc, la personne risque de se retrouver au chômage. Ce n'est pas juste une question pour rigoler. Ce sont des choses qui sont vraies. On peut même donner des exemples des entreprises qui ont subi des dégâts parce que on n'a pas fait attention à un aspect. Les cinéphiles, peuvent parler, par exemple, de Mr. Robot, comme quoi, quand il a jeté des CD à côté d'une entreprise, le CD, normalement, c'est un CD de musique, mais en fait, si quelqu'un faisait tourner sur son lecteur CD sur le PC, ça activait un malware qui donnait la main à, à l'attaquant sur la machine. D'accord? Donc, bien sûr, ça dépend de la population avec laquelle on parle. D'accord? Mais il faut cette prise de conscience. Donc, la sensibilisation est essentielle pour améliorer le niveau de sécurité parce que, en fait, comme vous devez le savoir, on peut mettre les mesures de sécurité qu'on veut, techniquement parlant. Le maillon faible, ça reste toujours l'être humain, d'où l'importance de la sensibilisation parce que ça impacte le niveau de sécurité, en fait, de l'organisation. Et amener les gens à considérer la sécurité de l'information comme faisant partie intégrante de leur opération quotidienne. Enlever l'idée que la sécurité est une couche qui vient à la fin. Ça doit être quelque chose qui est intégré dans le fonctionnement. Ce n'est pas normal que quelqu'un donne son login et mot de passe à son collègue pour qu'il puisse imprimer un document sur sa machine. C'est absurde. Ça, c'est un problème de sécurité de l'information et qu'on peut résoudre éventuellement avec de la sensibilisation. Donc, il y a eu du bruit. Et amener les gens à considérer la sécurité de l'information comme faisant partie. Activité de sensibilisation, donc entraînement. Donc, entraînement, c'est plutôt faire participer les gens. Publication sur les réseaux sociaux d'associations. Les événements comme journée de sécurité de l'information. Bon, bulletin d'information, etc. Donc, tous les moyens sont bons pour faire de la sensibilisation. En fait, on peut avoir un réseau social interne, en interne. On peut avoir ce genre de choses. Maintenant, c'est une question d'engagement des personnes. Si je suis dans une usine, si j'ai une ligne de production dans une usine, tout ce qui est informatique, ça va passer à l'oubliette. Il faut trouver des choses qui vont atteindre leur cible, les ouvriers. Donc, soit on va avoir par exemple, des tableaux avec de l'affichage,
Et l'affichage, c'est pas du texte, ça doit être du représentatif, du schématique, etc., pour faciliter aux gens l'assimilation de l'information. Dans ce genre de scénario, la meilleure façon d'ailleurs, c'est de faire accompagner ces gens par leur responsable de file, etc. Ou bien, si on a une cellule de formation en interne, pourquoi pas faire des ateliers juste le genre de stand-up meeting, les gens qui se regroupent pour parler d'un point pendant 5-10 minutes. S'il y a des gens, s'ils ont des questions, et tout le monde retourne à ses affaires. Ça leur fait une pause sécurité d'information, mais ça peut atteindre des objectifs assez intéressants. Les bulletins d'information, c'est les mailing lists par exemple, si on a un mailing qu'on envoie à l'intérieur de l'organisation, ben, on peut inclure un aspect sécurité de l'information. Euh, Maintenant, quels sont les sujets qu'on va traiter? Ça dépend de l'organisation. Il y a l'organisation qui va essayer de communiquer sur les tendances de la sécurité. Il y a d'autres qui vont, par exemple, parler des dernières attaques majeures. Et, par exemple, si je suis dans une entreprise de service, tout le monde est informaticien, tout le monde comprend le jargon technique, je peux aller sur des sujets techniques, euh, proposer des explications techniques d'attaques qui ont eu lieu et implicitement montrer que s'il n'y avait pas eu, par exemple, un mot de passe simple ou bien que quelqu'un a cliqué sur un lien sur lequel il ne devait pas cliquer, là, ça va aider à la sensibilisation. Il y a l'aspect technique, mais il y a un sous-entendu qui est de la sensibilisation. Je fais un test pour une organisation, un pen test, par exemple, pour une organisation, où j'ai trouvé des gens avec des comptes d'admin de domaine qui ont un mot de passe de style 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, voilà, des gens qui sont techniquement forts, mais qui sont, de point de vue sensibilisation, ignorants. Bon, ignorants, entre guillemets. C'est-à-dire que le souci de garder un mot de passe complexe, etc., ça n'existe pas. Il y a même des gens qui partagent, il y a des organisations qui utilisent ce qu'on appelle un mot de passe master, un master mot de passe, c'est-à-dire un mot de passe pour quelque chose qu'ils vont utiliser qui est connu par tout le monde. Parce que si je dis par toute l'équipe, c'est par tout le monde. Et ça enlève toute la partie traçabilité, si on veut, ou bien responsabilisation des gens, ça part en vrille. Parce que, bien sûr, quand on dit que les comptes sont individuels, déjà parce qu'il y a l'attribution de permissions et de privilèges individuels, mais ça permet aussi de responsabiliser les gens, parce que quand on dit que le compte il est individuel. Donc, si on trouve que quelqu'un a fait quelque chose, c'est ce quelqu'un qui a fait ce quelque chose. Il ne peut pas dire ce n'est pas moi. Ce qu'on appelle la non-répudiation. Il ne peut pas dire, il ne peut pas nier qu'il a fait quelque chose. Les activités de sensibilisation doivent avoir lieu périodiquement. Comme j'ai dit, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps. Et les sujets de sensibilisation devraient être conformes aux besoins de l'entreprise. D'accord? Bien sûr, on ne va pas faire la sensibilisation par la sensibilisation. Il faut qu'on règle les soucis qu'on a de comportement des gens. Je vous donne un exemple rigolo, peut-être rigolo, mais dans une entreprise qui voulait passer l'examen de certification, on va dire, qui voulait certifier son système, son SMSI, il y a l'auditeur qui va faire l'audit interne. C'est pas l'audit interne, à vrai dire, c'était un audit à blanc. C'est-à-dire qu'on a fait l'audit interne, etc. Et on voulait voir est-ce qu'on était prêt pour l'audit de certification. Donc, il y a l'audit à blanc. Bien sûr, les gens, on les a formés, on les a sensibilisés, chacun porte son badge, chacun pour entrer, il faut qu'il badge et ouvre la porte, il s'assure qu'il n'y a personne qui passe derrière lui, etc. D'accord? Le premier jour, l'auditeur arrive, il frappe à la porte, il y a quelqu'un qui ouvre la porte, ou bien il avait croisé cette personne à la porte, et il lui dit, ah, vous n'avez pas de droit, je vous ouvre, allez-y, entrez, bienvenue. Ah, tiens, merci. Bon, bien sûr, l'auditeur, il n'a pas dit qu'il était auditeur, mais l'autre personne, elle s'est retrouvée un peu dans l'embarras parce que
quand on l'a convoqué par la suite pour lui dire qu'est-ce que vous avez fait, euh, ça veut dire que on peut dispenser, bien sûr, les sensibilisations comme on veut, mais il faut que les gens comprennent et que ça atteigne son objectif. Sinon, il faut passer au bâton. C'est pas quelque chose que je recommande, mais quelquefois, les gens, quand ils sont face au bâton, ils sont plus, on va dire, plus pragmatiques hein, pour faire ça. La communication. Donc, il faut communiquer sur la sécurité. Première chose sur laquelle, comme on a dit, il faut communiquer, c'est la politique. Donc, l'organisme doit déterminer les besoins de communication interne et externe, pertinence pour le SMSI. Ça, c'est très important. Jusqu'à maintenant, on parlait de communication interne. Donc, les communications internes, bien sûr, ils doivent avoir lieu. On va parler de la politique, on va parler de attention, il y a ça. On vous informe qu'on est en train de mettre en place un SMSI. Ça, c'est parmi les choses qu'il faut faire. Au début, avant de commencer les ateliers et de convoquer les gens à des réunions, il faut commencer à un peu, on va dire, terrasser le terrain vague pour pouvoir faire les fondations. Donc, on va dire aux gens, on va envoyer les premières communications. En général, c'est la meilleure chose, c'est à faire par le DG. On est en train de démarrer un projet de mise en œuvre d'un SMSI. Un SMSI, c'est patati, patata, etc. Les gens commencent à voir le projet venir. Parce que parmi les choses que j'ai constatées, par exemple, dans une organisation que j'ai accompagnée, ils voyaient la caméra de surveillance comme s'ils étaient là pour les fliquer, donc pour les espionner. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu de communication. Attention, les caméras sont là pour la sécurité des locaux, pour votre propre sécurité. Ils ne seront pas orientés vers vos écrans. Ils ne sont pas là pour voir qui est là ou qui n'est pas là. D'accord? Donc, pour que les gens se sentent un peu en confiance. D'accord? Donc, la communication interne, très importante, mais il y a aussi la communication externe. Externe vers nos fournisseurs, externe vers nos clients pour améliorer l'image de marque, parce que quand même, on va faire un grand effort et il y a intérêt à ce qu'il y ait un retour positif sur la réputation d'organisation et l'image de marque. Si on est en B2B, peut-être vers nos clients les plus VIP, on va dire. Si on est coté en bourse, ben, il y a tous les actionnaires qui doivent recevoir cette communication, les associés, etc. Donc, on va passer par des canaux, peut-être les journaux papier, peut-être des sites web, peut-être la radio, pourquoi pas, mais la radio et la télévision en général, c'est quand on obtient notre certification, c'est là on va faire la fanfare. La fanfare, ta, 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 nous avons eu notre 27001, tout le monde est content, et c'est le moment d'ailleurs de féliciter les gens, etc. La méthodologie PNP, féliciter les gens à la fin. Donc, tout ça, ça doit être planifié. Et jusqu'à là, je parlais de communication normale. Tout ce qui est communication de crise, ça, c'est plus important. D'ailleurs, il y a des aspects même légaux dans la communication de crise. La RGPD, même la 0908 pour le Maroc, par exemple, elles disent que, notamment la RGPD, elles imposent que s'il y a une faille dans les données à caractère personnel, il faut communiquer vers les personnes dont les informations ont été divulguées dans un certain délai. Il faut communiquer vers la CNIL ou bien les autorités locales pour les informer qu'il y a eu l'attaque et la brèche. Ce sont des communications, on va dire, de crise qui sont obligatoires. Mais il y a aussi des communications de crise qu'il faut préparer parce que, par exemple, il y a une panne majeure, tout est à l'arrêt. Il vaut mieux être au devant et envoyer une communication vers nos clients, vers peut-être nos partenaires, etc., pour leur dire, attention, on a une attaque, on est en train de travailler dessus pour minimiser la durée de l'indisponibilité. On vous remercie pour votre compréhension et on vous tiendra au courant. Je pense que vous avez déjà vu ce genre de communication, par exemple, quand il y a Facebook qui est tombé en panne ou bien Twitter ou bien autre chose. D'accord?
Donc, il faut planifier la communication, préparer sa réalisation, etc. Donc, déterminer sur quoi communiquer, quand communiquer. Donc, quand communiquer, c'est la fréquence, le déclencheur de la communication. Si c'est une communication de crise, bien sûr, qui a le droit de lancer cette communication de crise, etc. Donc, avec qui communiquer? Donc, le destinataire. Ça peut être les autorités, ça peut être la presse, ça peut être les employés, les associés, les clients, etc. Qui doit communiquer? Notamment vers l'extérieur. Vers l'interne, en général, c'est une question de poids de la communication. En interne, quand on dit c'est le directeur qui communique, c'est pour donner un poids à la communication. Parce que si on a une direction communication, normalement, c'est à elle de communiquer. On ne se pose pas de questions. Mais si on veut donner un poids à une communication, on va dire que c'est le directeur ou bien c'est le DG qui va envoyer cette communication, un email par exemple, ou bien enregistrer une vidéo qu'on va diffuser sur nos collaborateurs. Mais vers l'extérieur, là, il faut être prudent parce que quelquefois, ça va engager même l'organisation ou bien l'entreprise envers d'autres entités. Surtout, par exemple, si on est coté en bourse, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça peut faire monter le cours de l'action ou bien le faire chuter. Et là, l'impact, il n'est pas minime. Vers les autorités, il faut avoir l'habilitation pour communiquer vers les autorités, par exemple. Donc, tout ça, c'est de la planification. Il faut documenter tout ça. Il faut que ce soit prêt à être exécuté. Parce que quand on est en situation de crise, si on n'est pas prêt, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à faire n'importe quoi. Euh, on va le faire plus ou moins bien, mais ça va être du n'importe quoi et on va le regretter dans la majorité des cas. Surtout regretter qu'on n'a pas préparé. L'organisation doit disposer de canaux de communication adéquats. Bien sûr, euh, je ne vais pas communiquer vers le grand public à travers un canal qui est purement professionnel, B2B, par exemple. Maintenant, on est au Maroc, on veut communiquer, par exemple, Maroc Télécom veut communiquer vers le grand public. Est-ce qu'elle va sortir des messages avec du texte qui est scientifique ou bien technique? Non, ça va utiliser de la musique, ça va utiliser les acteurs de la place, les influenceurs de la place. Donc, les canaux, ils doivent être adaptés à la cible parce que sinon, la communication ne va pas être efficace. On cherche l'efficacité de notre effort et non pas juste le faire pour le faire et dire qu'on a fait. Les informations documentées. Donc, ça, c'est le dernier point dans le chapitre 7, qui est le support. Donc, la 7.5, informations documentées. En fait, l'objectif, c'est pas de produire la documentation. D'accord? Donc, la taille de la documentation dépend bien sûr de la taille de l'entreprise. Bien sûr, quand je dis la taille de la documentation, c'est aussi du SMSI. Mais l'idée, ce n'est pas de produire de la documentation pour dire on a 100 000 documents. Non, il faut avoir le nécessaire qui est suffisant pour réaliser efficacement mes activités, pour atteindre efficacement mes objectifs. Ce n'est pas nécessairement de l'efficience optimale, mais juste le nécessaire. Donc, bien sûr, la taille de la documentation dépend de la taille de l'organisation, comme on a dit, des activités. Si on a plusieurs activités, nécessairement, on va avoir une documentation qui est très diversifiée, notamment les côté procédures et formulaires. Complexité des processus. Si on est dans des processus qui sont simples, normalement, on n'a pas besoin de documenter tout, si ce n'est que les grands points. Si on est dans des processus qui sont compliqués, par exemple, on est dans la pharmaceutique, on n'a pas le droit à l'erreur. On est dans le nucléaire, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, la complexité de la réalisation de processus. Il y a aussi la compétence du personnel qui est intégrée dans cette complexité du processus. Par exemple, un centre d'appel, même le processus le plus simple, il est toujours documenté. On va dire aux gens, voici ce que vous dites
d'abord. Ensuite, vous demandez ça. Ensuite, vous demandez ça. Même si l'activité, elle est basique, mais on cherche ici l'efficacité de la réalisation et une certaine qualité de la réalisation du processus. Rappel, entre guillemets, la qualité c'est de réaliser le processus de la même manière, aussi souvent que possible. C'est ça la qualité. Donc, ce n'est pas vraiment avoir quelque chose de très bien, de chic, de machin. D'accord? Donc, complexité du processus et compétence du personnel va jouer, ils sont corrélés un peu dans ce point. Les produits et services, donc selon la nature de ce que je produis comme service, si mon service, par exemple, c'est ouais, je vais dire n'importe quoi, c'est de l'hébergement. Bon, l'hébergement des sites web, en général, qu'est-ce que j'ai comme documentation? C'est principalement un minimum de documentation côté back-office pour les gens qui vont administrer ces serveurs, peut-être. Mais de l'autre côté, j'ai pas besoin vraiment de documentation nécessairement, entre guillemets. Si je veux réduire la charge du back-office, je peux documenter un peu le front-office pour minimiser les tickets, les appels, etc. Mais bon, en tout cas, ça, c'est pas vraiment le SMSI, mais ça, on va mettre ça plutôt côté qualité. Côté SMSI, c'est ce qui va impliquer surtout le back-office. Donc, les documents obligatoires. Là, il y a un listing des documents obligatoires euh, que vous pouvez trouver facilement sur Internet, Mandatory Documentation. Donc, le domaine d'application du SMSI ou bien la portée du SMSI, ça, c'est un document obligatoire. La politique de la sécurité de l'information, c'est sûr, et les politiques, les autres politiques. Maintenant, obligatoire, c'est la politique de sécurité de l'information qui est obligatoire. S'il y a des politiques annexes, elles deviennent par conséquent obligatoires parce qu'on va les référencer dans la politique de sécurité. Mais sinon, les autres, il n'y a pas d'obligation. En fait, on trouve pour cette histoire de documentation, on trouve dans le texte de la norme, dans la mesure du nécessaire, ou bien ce que l'organisation juge nécessaire. C'est-à-dire qu'on laisse un peu de la latitude à l'organisation de dire est-ce que j'ai vraiment besoin de cette documentation ou pas. Mais cette liste de documents qui sont obligatoires, il n'y a pas de discussion, il faut les avoir. Et comme on dit en arabe, rahimullah. Donc, il faut l'avoir, un point c'est tout. Les avoir, un point c'est tout. La partie risque, évaluation et traitement des risques en matière de sécurité d'information, donc les critères d'acceptation de risque, la méthodologie d'évaluation de risque, etc. Il faut les avoir. Les objectifs de sécurité d'information, la déclaration d'applicabilité, vous vous rappelez, la DDA, la SOA. Non, SOA c'est en anglais, donc Statement of Applicability, mais la DDA en français. Information documentée sur les résultats du suivi et de la mesure des performances de l'efficacité du SMSI. Donc là, en fait, c'est les tableaux de bord, les indicateurs de performance pour montrer qu'on mesure et qu'on surveille notre SMSI. L'audit interne, donc la planification d'audit interne, le rapport d'audit interne, la revue de direction, les non-conformités, actions correctives. On va discuter tout ça, c'est le chapitre 9 et 10. On va les discuter par la suite. Donc, mais ça fait partie de la documentation qui est obligatoire. Maintenant, cette information documentée, elle doit suivre un cycle de vie. D'ailleurs, le premier document en général qu'on va créer, c'est la procédure de maîtrise documentaire. Parce que même la politique, on doit la maîtriser. On doit lui donner un code, on doit lui donner une forme, elle doit respecter un format, etc., un circuit de validation. Donc, ce qui documente ces aspects, c'est ce qu'on appelle la procédure de maîtrise documentaire. C'est le patient zéro, si j'ose dire. C'est le premier document en général qu'on va créer dans le package documentaire. D'accord? Donc, il faut avoir un format
qui est standardisé, en quelque sorte, sur l'identification à la description de tous les documents. Très important parce qu'on va arriver à ce qu'on appelle la classification de l'information. Et ça va jouer un peu ici. Donc, la classification, c'est-à-dire, est-ce que ce document, il est confidentiel, il est public, il a usage interne? Il faut avoir une façon claire pour marquer les documents qui sont confidentiels, pour les identifier, comment on va les protéger, etc. Donc, tout ça, c'est comme j'ai dit, on va le trouver principalement dans la procédure de maîtrise documentaire. En général, le document, on va le créer. On va créer le document, il va être vide au début. Donc, on a juste le titre de quoi il parle le document. On va avoir un draft, donc les grandes lignes. Si on est d'accord sur le document, là, on va rédiger le document. On va le faire approuver par la bonne personne. Ça peut être le directeur de l'activité, le DG, peu importe, la personne qui a l'habilité de valider le document. Qui va le rédiger, ça peut être l'administrateur système, ça peut être n'importe qui, peu importe. Mais le validateur, il doit être identifié, il doit avoir la capacité de valider le document. Une fois le document est validé, c'est là où il va être publié. Donc, communiquer aux personnes qui vont l'utiliser. C'est ce qu'on veut dire par publier. Ce document, il va suivre sa vie. Donc, peut-être qu'il va y avoir des changements. Et à chaque fois qu'il y a un changement, par exemple, dans la façon de faire, donc la procédure va changer, il faut refaire valider le document par la bonne personne. À un certain moment, le document, il va arriver à sa fin de vie, de point de vue utilisation. On va l'archiver, on ne va pas le supprimer. Par exemple, on était sur du Windows 2008, on va passer à du 2019 ou bien 2022. Rien n'est plus pareil, les prises d'écran, la façon de faire, les commandes. On est passé à PowerShell alors qu'avant, on utilisait juste l'interface graphique. Donc, l'ancien document, on va l'archiver. On va pas juste faire Shift supprimer et le supprimer directement. On va l'archiver pour le garder un certain temps avant de le supprimer définitivement à un certain moment parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, cette durée d'archivage, quelquefois, elle est cadrée par un aspect légal ou contractuel. Par exemple, les factures. Au Maroc, par exemple, il faut les garder 10 ans. Il faut garder 10 ans l'archive des factures de 10 ans pour le fisc. Ce qui fait, il n'y a pas à discuter, l'archivage, c'est 10 ans. Il y a aussi le dossier des personnels, je pense que c'est 4 ans ou quelque chose comme ça. Je ne suis vraiment pas sûr de la durée, mais il y a un minimum à garder pour l'aspect RH avant d'atteindre la suppression des documents, la destruction de documents. Et là encore, on va dire, dans notre procédure, comment on va détruire le document. Est-ce qu'on va juste le mettre dans la corbeille? On va le passer dans une déchiqueteuse? On va l'incinérer? Ça dépend de quoi? Ça dépend du risque derrière la divulgation du document. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la classification du document ou bien de l'information qui est dans ce document. Si ce document, c'est un contrat ou bien ce sont des données à caractère personnel, c'est quand même des données qui sont à un certain risque si elles sont divulguées. Donc, on va dire, ces documents, on va les incinérer. Ou bien, on va les passer dans une déchiqueteuse. Comme ça, l'information n'est pas recouvrable. Ça, c'est pour les documents physiques. Pour les documents électroniques, il faut aussi prévoir une façon de faire. Soit on va dire le document il va être supprimé d'une manière sécurisée, soit on va dire que le document il va être, je ne sais pas, on va détruire le disque dur qui contenait ce document, par exemple, pourquoi pas. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut avoir une façon qui est bien de faire qui est bien documentée. Et ça, c'est le cycle de vie documentaire. Les contrôles des informations documentées se réfèrent à la mise à disposition des documents dans un format adapté en cas de besoin. Protéger les informations documentées contre la perte de confidentialité, l'utilisation abusive ou la perte d'intégrité. C'est-à-dire, si j'ai un document papier, il ne faut pas qu'il devienne une sorte de torchon à la fin parce que les gens qui le manipulaient le faisaient n'importe comment.
Donc, il faut que le document soit maintenu dans une condition d'utilisation qui est logique. Si on parle de document électronique, ben, le document, c'est principalement, il faut voir le côté modification, qui a le droit de le modifier. Sinon, la partie confidentialité, c'est la même chose, qui a accès à l'information qui est documentée. Tout ça, bien sûr, on va l'étudier avant la publication du document. Contrôler les versions et s'assurer que seules les versions actuelles sont utilisées et que les documents obsolètes sont retirés. Ça posait problème surtout avec les versions papier, parce qu'avec un document papier, on n'est jamais sûr que les gens ne gardent pas une copie dans leur tiroir. Donc, collecter les anciens documents et imprimer les nouveaux, c'était un vrai challenge. Maintenant, avec tout ce qui est gestion électronique de documents, les gens, s'ils ne font pas une copie en local chez eux, on est sûr qu'ils utilisent toujours la version qui est d'actualité. Maintenant, pour être sûr, on peut, dans notre GED, déclencher un email d'information ou bien un pop-up sur l'outil quand la personne ouvre la session pour dire il y a une nouvelle version de ce document, merci d'en prendre connaissance. Comme ça, même s'il y a des gens qui ont une copie en local, ils sont notifiés de ces modifications. Tan, tan, tan. Les contrôles d'accès, ça rejoint la partie confidentialité et intégrité, parce que il faut savoir qui a le droit de lire et de modifier, ça c'est clair. La durée de conservation et format. Donc, durée de conservation, c'est la notion de d'archivage. On peut dire, par exemple, que l'archivage des documents papier va se faire d'une manière électronique. J'enlève tout ce qui est légal. Je parle juste parce que pour le côté légal, les contrats et les factures, la version papier, je pense qu'elle est obligatoire. Maintenant, pour les documents internes et peut-être avec les clients, etc., on peut se suffire du scan du document comme archive. Pourquoi pas? Surtout si on produit pas mal de documents. Entre parenthèses, si on a beaucoup de documents clients, par exemple, si on est en B2C, par exemple, je m'appelle Maroc Télécom ou bien je m'appelle SFR, peu importe. J'ai des documents papier, des contrats des clients, leurs copies de CIN, de carte d'identité, de passeport, etc. Je dois avoir un lieu où les conserver qui soit adapté. Par exemple, une salle d'archives qui soit bien aérée, qu'il y ait un déshumidificateur dans la salle pour éviter que l'humidité grignote un peu l'encre sur le papier, euh, qu'il y ait tout ce qui est protection contre l'incendie. Tout ça, l'auditeur, il va le vérifier. L'auditeur, il fonctionne toujours par notion de risque. La chose où il y a un grand risque, il va leur accorder plus d'importance que les choses où il n'y a pas de risque. De point de vue business. Est-ce qu'on va se casser la tête à dire est-ce que la procédure qu'on a archivée, est-ce qu'elle est dans une salle climatisée, etc. La procédure à la rigueur, si on la perd, c'est pas grave. Mais un dossier client, des contrats, des documents légaux qui ont une importance légale, on va dire, là, on n'a pas vraiment le choix. Il faut les protéger. Et donc, l'auditeur, là, il va être plus, on va dire, plus sévère. Et on va arrêter là, je pense, parce qu'on est arrivé au chapitre 8, réalisation. Donc, voilà, si vous avez des questions, marhaba, sinon, ben, on va se dire à jeudi et je vous souhaite d'ici là une très belle journée, une très bonne soirée et portez-vous bien.